Avant que la vidéo commence, je voulais vous informer que j'ai créé une chaîne Twitch sur laquelle je fais du Senseiya, du gaming, de la review de manga et plein de trucs que je fais pas sur la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour pour voir si ça vous intéresse et n'oubliez pas de me suivre si vous ne voulez louper aucun live. Sur ce, bonne vidéo. Yo tout le monde, c'est Kazeer. Il y a un élément important du manga que j'ai souvent évoqué, notamment dans mes vidéos sur la puissance et l'essence dans Senseiya, mais que j'ai pas vraiment approfondi. C'est un élément important de l'œuvre et pourtant qui est très mystérieux et assez incompris. Je parle bien évidemment du cosmos, l'énergie qui permet aux braves chevaliers d'Athéna d'accomplir des miracles. Je vais dans cette vidéo essayer de comprendre ce qu'est réellement le cosmos. C'est une vidéo où je vais donner des informations établies, mais également mes propres observations et mes propres déductions. Ne prenez donc pas mes propos pour une vérité absolue, je veux pas vous apprendre, seulement vous pousser à réfléchir sur Senseiya. Ne prenez jamais d'ailleurs mes vidéos ou les vidéos de n'importe qui de Senseiya pour vérité absolue. Faites vos recherches et surtout, faites votre propre avis. Allez, bonne vidéo. Le cosmos est l'énergie avec laquelle se battent les personnages de Senseiya, que ce soit les protagonistes ou les antagonistes. Il est défini comme étant un fragment du Big Bang, présent dans chaque chose dans l'univers. Toute chose possède donc un cosmos, que ce soit les minéraux, les végétaux, les astres ou les êtres vivants, et garde en eux une trace de la création de l'univers. Le cosmos est donc considéré, dans la diégèse de l'œuvre, comme une énergie source de vie, semblable sur certains points au Ki japonais ou au Chi chinois, qui sont d'ailleurs la même énergie. Là où le Ki est défini comme étant l'origine de l'univers, le cosmos, lui, est une résultante, une trace de cette création d'univers. Le cosmos peut alors sembler être une partie ou un dérivé d'une force supérieure qui serait, elle, à l'origine de l'univers. Senseiya prenant un cadre pseudo-réaliste et pseudo-scientifique, il prend le parti pris d'expliquer le cosmos comme étant une résultante du Big Bang, donc d'un élément scientifique, sans toutefois expliquer la raison du Big Bang. Le cosmos apparaît alors comme un élément pseudo-scientifique, aspect qui sera renforcé par les explications de Marine à son sujet, avant de devenir une énergie plus mystique, déjà par le doute qui plane sur la création du Big Bang, et aussi via les différents éléments que Kurumada va greffer au fur et à mesure de l'histoire sur le cosmos. Dès le début de Senseiya, le concept du cosmos est posé. Son utilisation et ses facultés nous sont présentées de manière scientifique, en expliquant chaque élément par une justification scientifique. Comme j'ai dit plus tôt, le cosmos est un fragment du Big Bang, présent en chaque chose. Une source d'énergie infinie, bridée par notre propre corps. Les Saints sont capables de ressentir le cosmos, donc de ressentir ce fragment à l'intérieur d'eux, et grâce à cette capacité, ils peuvent créer une sorte d'univers interne, un microcosme propre à leur corps, et à partir duquel ils tirent une énergie phénoménale. Cette énergie leur permet d'obtenir une force de destruction effroyable, qui se base sur un principe simple. Pour détruire une chose, il faut détruire ce qui la compose, ses atomes. Le cosmos permet à celui qui l'utilise de briser les atomes d'une chose, et donc de détruire n'importe quoi. On verra au cours du manga que ce principe se base également sur la capacité à élever son cosmos. Certains objets, comme les armures des chevaliers par exemple, demanderont une utilisation du cosmos plus importante pour être détruite. Si l'on rapproche ce principe avec la vie réelle, on comprend que cette résistance de certains matériaux est due à une grande, entre guillemets, défense des atomes. Cette défense est due à leur constitution, et surtout à la liaison chimique entre les différents atomes qui crée cette résistance. Un élément facilement destructible a donc des liaisons chimiques faibles, et un élément difficilement destructible a des liaisons chimiques fortes. Le cosmos aurait donc la capacité de briser ces liaisons chimiques, et la quantité d'énergie nécessaire, donc de cosmos, pour briser ces liaisons, varie en fonction du type de liaison. C'est en tout cas l'explication du cosmos qu'on a au tout début du manga. Une énergie basée sur un fragment d'univers, dont la seule volonté du porteur lui permet de créer une énergie plus ou moins importante, capable de briser les liaisons chimiques entre les atomes constituant un objet ou un être vivant par exemple. Le cosmos serait donc une énergie, au même titre que la chaleur par exemple, et peut donc être techniquement mesurée. On peut d'ailleurs lier cette énergie avec le calcul de la pression exercée par les attaques des Saints, notamment dans l'arc des Galaxies Noires, mais ça c'est qu'une hypothèse. Mais le cosmos, c'est pas seulement une énergie de destruction, car il serait également source de création. Déjà, d'un univers interne à partir duquel les Saints tirent leur puissance, mais aussi c'est une source de vie puisque chaque être possède un cosmos sans pouvoir l'utiliser. Il est d'ailleurs dit dans le manga que durant les temps mythologiques, tous les hommes pouvaient utiliser le cosmos. C'est donc une capacité qui a régressé avec le temps. Une énergie de vie qui a également permis aux hommes de se défendre face à des bêtes sauvages par exemple. Avec l'avancée de la technologie au fur et à mesure des années, l'utilisation du cosmos comme pouvoir de destruction n'avait plus autant d'importance et aurait donc régressé comme simple essence à l'intérieur des hommes. Pourtant, bien que le cosmos ait été introduit comme un élément scientifique, Kurumada va très vite retourner sa veste entre guillemets et utiliser le cosmos d'une manière beaucoup plus commune. En tout cas, au regard d'aujourd'hui et avec la profusion d'énergie à tout va qu'on peut voir dans les mangas actuels.
Utiliser le cosmos simplement comme une énergie pseudo-scientifique basée uniquement sur la destruction d'atomes allait vite atteindre ses limites, notamment au vu de l'évolution du manga qui a rapidement intégré la mythologie et les divinités dans son histoire. Le prétexte scientifique utilisé par Kurumada est principalement utilisé pour ancrer Saint-Seiya dans le réel, notamment pour apporter au lecteur une notion de peut-être que c'est possible, qui a fait aussi une partie du succès de Saint-Seiya. À la place de rester dans ce modèle, Kurumada a décidé de développer le cosmos comme une énergie qui peut être très semblable au ki japonais, qui est d'ailleurs repris dans Dragon Ball, mais également à certains aspects du chakra indien, notamment via l'utilisation du personnage de Shaka. D'ailleurs, ce mixte entre le cosmos et le chakra sera totalement acquis avec le personnage de Krishna durant l'arc Poséidon, qui utilise le Kundali, un mélange de cosmos et de chakra. Comme le ki, le cosmos est utilisé comme une énergie permettant également d'augmenter les capacités humaines. Ce n'est pas clairement expliqué dans le manga, mais le fait de voir de jeunes enfants avec la capacité de se déplacer ou de frapper à la vitesse du son, voire de la lumière, est forcément lié au cosmos. Leur entraînement est également une des raisons de leur capacité physique particulière, mais ne permet pas de justifier les capacités surhumaines des Saints. Cette justification est d'autant plus valide que les chevaliers de bronze vont être capables d'atteindre la vitesse de la lumière en augmentant leur cosmos afin de faire jeu égal avec les chevaliers d'or. Il y a donc clairement un lien de corrélation entre le cosmos et les capacités physiques. Un autre aspect du cosmos qui se rapproche du ki, c'est qu'il est possible d'expulser le cosmos du corps pour réaliser des actions. Il est très clair que les premières attaques montrées dans Saint-Seiya était très imagé. En effet, dans l'explication du Pegasus Yoseiken de Seiya, on apprend qu'il n'envoie pas vraiment des météores, mais qu'il frappe à grande vitesse, environ 100 coups de poing par seconde, et que la vitesse et la force de ces coups, chargés de cosmos, sont semblables à des météores. De la même manière que le Rosen Shoryu-A de Shiryu ne crée pas réellement, en tout cas au début, un dragon de cosmos. C'est plus une représentation symbolique de sa puissance. Pourtant, il est difficile d'avoir la même analyse pour les attaques de Yoga, qui permettent de geler ses adversaires, ou pour le Genro Moken de Ikki, qui détruit l'esprit de l'ennemi en créant une illusion, ou encore pour le Crystal Wall de Mu, qui est clairement une matérialisation d'un mur fait de cosmos. L'approche très terre-à-terre du cosmos, avec des attaques plus symboliques qu'autre chose, ont rapidement fait place à une utilisation du cosmos comme une énergie malléable, et non plus utilisable seulement pour améliorer ses capacités, mais également comme un vecteur de la puissance. Bien que n'ayant pas de preuves, il est possible de penser que cette évolution est principalement due à ses principaux concurrents de l'époque, notamment Dragon Ball. En effet, là où le manga de Kurumada, Rin Nikakero, avait une représentation animale des attaques qui était vraiment symbolique, Kurumada il a voulu, dans Saint-Seiya, faire évoluer ce genre et son genre. D'un côté, on pouvait voir par exemple avec Okuto no Ken une utilisation de l'énergie qui était banale entre guillemets, sans métaphore de puissance. On avait dans Rin Nikakero des coups qui étaient humains, sans réel pouvoir, mais avec une représentation animale symbolique de la puissance. Et puis enfin on avait dans Dragon Ball une utilisation d'une énergie qui était presque magique, qui était un vecteur de la puissance, mais qui n'avait pas de représentation symbolique. Kurumada, dans Saint-Seiya, il a donc cristallisé ces trois visions de la puissance et de sa représentation pour créer ce qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui la vision, on va dire, la plus utilisée dans les mangas, donc des attaques tirant leur force d'une énergie du corps, et dont cette énergie est également le vecteur de la puissance, permettant de propulser l'énergie, tout ça dans une représentation à mi-chemin entre la symbolique, notamment avec les représentations des constellations, et l'expression de l'existence de l'énergie avec le cosmos qui est visible lors des attaques. On vient de voir le lien entre le cosmos et le ki, et surtout la symbolique et les évolutions que Kurumada a intégrées pour créer une énergie unique et intéressante à son propre manga. Il y a cependant d'autres inspirations qui ont modifié le cosmos au cours de l'histoire, et c'est notamment le cas du chakra. Le chakra est, de manière vraiment très résumée, une appellation qui, aujourd'hui, est utilisée pour parler de ce qu'on appelle des centres spirituels ou points d'énergie issus du Kundali Yoga. Ces points d'énergie sont présents au nombre de 7 points principaux dans le corps humain, chaque point représentant un élément et dont la maîtrise des 7 permet l'éveil spirituel. Kurumada s'est fortement inspiré du chakra ainsi que du bouddhisme pour développer le concept des sens dans Saint-Seiya. Dans l'histoire principale, il existe 8 sens, les 5 sens dits communs, donc la vue, le goût, l'odorat, le toucher et l'ouïe. Il y a ensuite le 6e sens, qui est considéré comme le sens de l'esprit, puis le 7e sens, qui est l'éveil à la maîtrise du cosmos, le sens qui surpasse tous les autres. Et pour finir, le 8e sens, ou Arayashiki, clairement basé sur le bouddhisme, qui est un sens permettant l'éveil absolu, et qui permet donc à un mortel de se rendre dans le royaume des morts. Dans le Kundalini Yoga, nous avons 7 chakras, correspondant chacun à un élément.
Le premier est le chakra de la terre, le deuxième celui de l'eau, le troisième celui du feu, le quatrième de l'air, le cinquième de l'éther, le sixième de la pensée ou du psychisme, et le septième de la vibration. Ici, Kurumada ne s'inspire que des deux derniers chakras, celui de l'esprit et celui de la vibration. En effet, le sixième sens dans Senseiya est clairement défini comme le sens de l'esprit, et il est considéré comme plus ou moins maîtrisé selon l'individu. Là où le parallèle est le plus flagrant, c'est pour le septième sens. Décrit comme le sens ultime dans Senseiya, dans le Kundalini Yoga, il est décrit que l'ouverture des 7 chakras amène à l'éveil spirituel, tout comme le septième sens est l'éveil à la maîtrise du cosmos. Kurumada a défini son septième sens à la manière d'un chakra à ouvrir, à éveiller, et cela se voit particulièrement avec le fait que le septième sens peut être soit atteint, soit maîtrisé. L'un permettant durant un court laps de temps d'atteindre le septième sens, tandis que l'autre permet une maîtrise totale et une utilisation à volonté du septième sens. Et ces sens ont un impact direct sur le cosmos, puisqu'ils permettent d'augmenter la capacité à drainer son énergie interne. La différence entre un chevalier de bronze et un chevalier d'or se fait sur la capacité à avoir un cosmos important, capacité directement impactée par la maîtrise ou non du septième sens. Mais les autres sens ont également une importance, puisque perdre l'usage de l'un d'eux permet d'augmenter également son niveau de cosmos. On peut même voir que le lien inverse est vrai. Une augmentation du cosmos augmente les différents sens. Et on peut le voir dans le combat entre Seiya et Aeolia. Seiya, qui ne parvenait pas à voir les attaques de son adversaire, en devient capable en faisant exploser son cosmos. Les sens et le cosmos ont donc un lien établi, à la manière des chakras du Kundalini. Si vous voulez plus d'informations sur les sens et leur lien avec la puissance, je vous invite à aller regarder mes vidéos qui traitent de ce sujet, l'essence dans Senseiya et la puissance dans Senseiya. Je mets les liens en fiche. Je vous invite également à lire l'article très intéressant sur les sens et le bouddhisme dans Senseiya du site Le Sanctuaire de Prométhée, je mets le lien en description. Maintenant que nous avons vu ce qu'était le cosmos et une partie des éléments qui l'ont inspiré et ou modifié, il est temps de parler de sa représentation dans l'œuvre. On l'a déjà évoqué très rapidement, mais une de ces représentations est bien entendu le symbolisme de la puissance d'un saint. La manifestation du cosmos via l'apparition des constellations est clairement une manière de montrer l'appartenance du chevalier à sa constellation et surtout à définir une échelle de puissance dans les attaques. Une même attaque, avec ou sans représentation de la constellation, n'aura pas la même puissance. Et cette variation de puissance est impactée par différents éléments qui permettent chacun une interprétation et une représentation du cosmos différentes. Une des grandes utilisations du cosmos est celle de la représentation de la détermination. Dans Senseiya, comme dans beaucoup de mangas d'ailleurs, la détermination des protagonistes est un élément moteur de l'avancée de l'intrigue. En plus de créer des personnages qui sont mémorables, continus dans l'adversité peu importe la difficulté, la détermination est utilisée dans l'histoire de Senseiya comme un levier dans l'évolution des personnages et dans l'évolution de l'histoire. Une évolution des personnages, car la détermination influe directement sur le cosmos. Un personnage qui perd sa volonté de se battre, et donc sa détermination, verra son cosmos diminuer grandement. L'influence de la détermination sur le cosmos est réelle et visible à de nombreux moments. Par exemple, dans l'affrontement entre Ikki et Seiya, durant l'arc des Black Saints, la détermination de Seiya va lui permettre de continuer le combat et d'augmenter sa puissance en faisant exploser son cosmos. Et cette détermination ira même plus loin en déteignant sur ses compagnons qui vont lui transmettre inconsciemment leur propre cosmos, inspiré par sa détermination. Ce combat entre Seiya et Ikki permet également de mettre en lumière l'évolution de l'histoire via le cosmos et via la détermination. En effet, face à ce cosmos grandissant, en corrélation avec la détermination du personnage, bon nombre d'adversaires perdront leur envie de se battre contre nos héros, comprenant qu'ils se battent pour la vérité, et pour les plus récalcitrants, vont au minimum reconnaître le courage et la détermination au vu du cosmos des héros. Beaucoup de situations dans Senseiya se débloqueront à la vision de cette détermination de nos protagonistes et surtout au vu de l'augmentation de leur cosmos qui en résulte. On peut voir cela notamment dans le premier affrontement entre Aeolia et Seiya ou encore dans le combat entre Shiryu et Shura. Mais en plus de la représentation de la puissance et de la détermination, on peut observer que le cosmos peut être une représentation des émotions des personnages et aussi de leur caractère. En effet, un personnage en colère parviendra plus facilement à augmenter son cosmos et donc sa puissance qu'un personnage calme. Cette augmentation sera artificielle et ou temporaire et pourra même amener à des complications ultérieures. On peut notamment voir cela avec le personnage d'Ikki, qui, rempli de haine, a su transformer cette émotion en énergie et qui a fait de lui l'un des plus puissants chevaliers de bronze dès le début de l'histoire. Mais là où la représentation est la plus flagrante, c'est dans le ressenti du cosmos. En effet, les émotions et l'état d'esprit du guerrier sera directement connu au travers de son cosmos qui semble exprimer l'émotion qui prédomine chez la personne. On peut le voir une nouvelle fois avec Ikki, dont la haine transparaît au travers de son cosmos, mais également avec Athéna, qui possède un cosmos doux
et apaisant, identique à son caractère. Cette représentation des émotions via le cosmos permet également de déterminer des changements dans le comportement d'une personne, comme on peut le voir quand Aeolia est manipulée par Saga. Sa soif de sang qui transparaît dans son cosmos dénote avec son caractère habituel. Le cosmos a en plus de tout ça plusieurs utilisations qui peuvent d'ailleurs être très différentes de sa fonction de base et qui varient en fonction des différents spin-offs. Afin de ne pas trop compliquer la vidéo, je vais réaliser une liste des différentes utilisations du cosmos, sans forcément prendre en compte les différents degrés de canonicité, par du principe que chaque œuvre existe dans un grand univers Senseiya, et que donc parler de ces différentes utilisations, même si elles ne font pas partie du canon, c'est toujours utile. La première utilisation qui est la plus logique en fait, le cosmos permet aux personnages d'exécuter des attaques ou des techniques spéciales. Comme on l'a vu, certaines attaques ont dans un premier temps été plus des augmentations physiques dues au cosmos, mais sont devenues aujourd'hui de vraies attaques utilisant le cosmos comme source de puissance. Le cosmos insufflé dans ces attaques permet alors de détruire les atomes comme expliqué dans le manga, mais également apporte d'autres éléments comme des effets secondaires spécifiques à certaines attaques. On peut par exemple noter le Black Ruseiken du Pégase Noir, qui inflige des dégâts internes au corps et qui provoque des marques sur la peau, s'étendant sur le corps de la victime et pouvant provoquer sa mort. On peut également noter des attaques spéciales liées au cosmos, permettant d'endormir l'adversaire, de le contrôler ou même de lui faire voir une illusion. Les améliorations physiques directes sont facilement reconnaissables. C'est l'amélioration de la force et de la vitesse des chevaliers grâce à leur cosmos. Cette augmentation leur permet d'obtenir des capacités surhumaines qui peuvent évoluer avec le temps ou la maîtrise de leur cosmos, ce qui explique d'ailleurs la catégorisation de puissance entre les différents chevaliers. Les premières attaques présentées dans Senseiya étaient également des augmentations physiques directes. Ensuite, les augmentations physiques indirectes. Alors, j'ai donné ce nom à des utilisations du cosmos que je n'arrivais pas vraiment à classer, mais qui influent quand même sur les capacités physiques ou qui en créent des nouvelles. On retrouve dans ces augmentations physiques indirectes les capacités de psychokinésie, qui sont influencées par la maîtrise du cosmos et du sixième sens. On retrouve également la capacité à marcher sur la lave, et sûrement par extension sur l'eau, notamment présent dans The Lost Canvas, où une fois le cosmos suffisamment maîtrisé, il est possible de concentrer sur des points particuliers du corps le cosmos afin de réaliser ce genre d'exploit. Et puis on retrouve la capacité de voler entre guillemets, ou en tout cas de se déplacer via des bonds gigantesques que l'on provoque soit sur soi-même, comme par exemple dans Senseiya Netflix quand Aeolia repart avec la sœur de Seiya, ou qu'on peut réaliser sur une autre personne, comme par exemple dans Senseiya Sentia Sho, quand Mayura du Pan propulse Shoko vers le manoir de Saorikido. Une utilisation très répandue et utile du cosmos, c'est la détection qui permet de ressentir le cosmos d'autrui. Cela permet de connaître la puissance et l'état d'esprit de la personne. Cela peut également permettre, dans certains cas, de reconnaître une personne camouflée ou invisible, car le cosmos est censé être unique et individuel. Cet aspect est trop souvent oublié dans le manga, et on peut se poser la question de pourquoi personne n'a reconnu Saga qui était déguisé en grand pop, ou pourquoi personne n'a reconnu Saori en tant qu'Athéna malgré son cosmos durant l'arc des 12 temples. Toujours est-il que le cosmos a permis d'identifier des morts, notamment via le cadavre du grand pop retrouvé par Marine. Une autre utilisation assez courante du cosmos, et qui est commune avec beaucoup d'énergie du même type dans les mangas, c'est le transfert de cosmos qui permet de donner une partie ou la totalité de son énergie à une autre personne, ou à l'insuffler dans une attaque qui est déjà en cours ou qui est déjà faite. On le retrouve pour la première fois dans le combat entre Ikki et Seiya, où les bronzes partagent leurs capacités et leur cosmos avec Seiya. Également, on retrouve cette particularité dans l'arc Hades, quand les 12 Gold transfèrent tout leur cosmos dans la flèche du Sagittaire afin de détruire le mur des lamentations. On voit que dans cette utilisation du cosmos, eh bien, elle peut être mortelle, puisque les Gold sont morts dû à ce transfert de l'intégralité de leur cosmos. Il est donc dangereux de transférer la totalité du cosmos, qui est considérée comme une énergie vitale. Une autre utilisation du cosmos, elle est pour créer une illusion. Et c'est assez peu répandu dans le manga, parce que ça apparaît qu'à 2 reprises. Quand je parle d'illusion, je prends pas en compte les attaques psychiques de Saga et de Ikki, puisque ce sont des attaques spéciales. Je parle véritablement de création d'illusions. La première fois qu'on voit ça, c'est quand Marine crée une illusion pour faire croire qu'elle a tué Seiya dans l'arc des Silver Saints. Et la deuxième fois, c'est avec le personnage de Kassa, durant l'arc Poséidon, qu'elle a la capacité de prendre l'apparence d'une personne chère à son adversaire. Nous avons donc pas vraiment d'informations sur cette utilisation, ni si tous les détenteurs de Cosmos sont capables ou non
d'utiliser cette capacité. La matérialisation, c'est une utilisation qui n'est techniquement pas présente dans le manga d'origine. On a certains moments où des personnages sont capables de créer des objets de cosmos, c'est le cas de Seiya qui se crée des ailes de cosmos dans son combat contre Moses, ou encore de Ptolémée de la Flèche qui est capable de créer des flèches de cosmos. Cependant, cette matérialisation sont clairement du cosmos brut. La première fois qu'on voit une vraie matérialisation concrète dans Senseiya, c'est dans Senseiya Omega, quand Yona du Capricorne utilise son attaque, Domination Language, qui lui permet de matérialiser un livre, un vrai livre, avec lequel il peut contrôler ses adversaires. C'est donc une utilisation qui peut avoir deux niveaux différents, même si la seule matérialisation du cosmos brut est canon pour le moment, et que la matérialisation d'objets concrets n'est pas vraiment canon, en tout cas pas canon au manga. L'utilisation des éléments dans le cosmos est également déjà présente dans le manga d'origine, notamment avec Hyuga ou Camus, qui sont capables d'utiliser des attaques de glace. L'élément ne semble pas présent de base dans leur cosmos, c'est plutôt le cosmos qui permet de créer du froid, notamment en ralentissant les atomes. Nous avons cependant une utilisation différente des éléments dans Senseiya Omega, où chaque cosmos est associé à un élément. Le feu, l'air, la terre, l'eau, la foudre, les ténèbres et la lumière. Cette utilisation des éléments, elle est justifiée par une météorite qui serait tombée sur Terre durant la première guerre contre le dieu Mars. La notion d'élément amène une certaine diversité dans le cosmos, puisqu'un guerrier ne peut plus se baser uniquement sur sa capacité à créer du cosmos, puisqu'il doit aussi gérer les affinités de son cosmos. Cet aspect sera cependant assez vite oublié dans la suite d'Omega. Et enfin, on a l'utilisation du cosmos pour la guérison, qui est présente dans l'anime de base, puisque Athéna est capable de soigner les bronzes tombés au combat lors de la bataille des 12 temples. On peut également supposer que la renaissance de l'armure du phénix est possible via le cosmos de son porteur, mais là il n'y a aucune preuve qui est donnée dans le manga. Un nouvel aspect de guérison par le cosmos est amené dans Senseiya Next Dimension par le personnage d'Odysseus, ou Ulysse en français. Celui-ci ne possède que des compétences médicinales qui lui permettent de guérir n'importe qui, mais également de l'endormir. Cependant, il y a certaines de ses capacités de guérison qui sont liées à un temple et à son statut quasi divin. Il est donc compliqué d'assurer que le cosmos seul peut véritablement soigner. Une utilisation dérivée du cosmos pour soigner par exemple est également utilisée dans Senseiya The Lost Canvas par Dégel du Verseau qui utilise ses pouvoirs de glace pour refroidir le cœur de Cardia du Scorpion. Il existe sûrement d'autres utilisations du cosmos que j'ai oublié de lister. Dans tous les cas, le cosmos est une énergie qui est beaucoup plus intéressante et travaillée que bon nombre d'énergies décrites dans beaucoup de mangas. Le cosmos, c'est l'énergie qui est infinie et qui donc ne définit pas un puissant personnage par la quantité de cosmos qu'il possède, comme par exemple pourrait être défini un puissant ninja dans Naruto par sa grande quantité de chakra, mais bien par sa capacité à augmenter ce cosmos et à le faire exploser. Cette montée de puissance se base sur de l'entraînement, de la volonté, des émotions, mais également de l'entraide, ce qui fait des personnages de Senseiya de véritables guerriers, dont la véritable force réside dans leur cœur. Parce que c'est ça le cosmos dans Senseiya, c'est une représentation de la personnalité de chaque individu. Ce sont les choix et les décisions de chaque saint qui leur permettent de surmonter les obstacles et faire exploser leur cosmos. Un combat de Senseiya ne se gagne pas par la force physique, mais par la force des idées que prône chaque guerrier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un sujet qui est assez délicat à traiter et j'ai sûrement oublié plein de choses super importantes. C'est pour ça, n'hésitez pas à donner des compléments ou juste votre avis dans les commentaires. Je le dis souvent, mais mes vidéos ne sont pas là pour vous apprendre tous les secrets de Senseiya, c'est surtout pour vous faire réfléchir sur l'œuvre et pour essayer de vous montrer que derrière un vieux manga qui est un petit peu démodé, il y a une multitude d'éléments qui ont marqué le monde du manga. Donc approfondissez vos recherches et ne me croyez pas moi ni personne sur parole, faites-vous votre propre avis. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.